Bienvenue de l'autre côté du tableau, le podcast qui donne la parole aux maîtres, maîtresses, profs. Bref, à tous ceux qui font l'éducation aujourd'hui. Parce qu'on se souvient encore de la maîtresse grâce à qui on a réussi les divisions, ou bien ce prof qui nous a fait adorer la physique ou le français, alors que franchement c'était vraiment pas gagné. Ici on inverse les rôles et on découvre les coulisses et les souvenirs que eux ont gardés. Je suis Valentine et j'ai toujours baigné dans le monde des profs. Alors en hommage à eux, et surtout pour dévoiler les coulisses d'un métier qui représente bien plus de challenges que l'on peut imaginer, passons de l'autre côté du tableau. Aujourd'hui, je reçois Emmanuel au micro. Il n'a jamais eu de déclic pour devenir prof. C'est un choix qui s'est construit doucement au fil de sa vie et de son parcours. Sa première aventure, une association où il accompagnait des enseignants à préparer l'agrégation. Une expérience qui lui a permis de comprendre les enjeux du métier, de voir les profs se questionner sur leur identité et leur posture, et de réaliser à quel point le soutien était essentiel. Puis, il a quitté cette structure pour lancer son propre projet, accompagner les jeunes enseignants et les dirigeants des établissements scolaires. Dans cet épisode, on parle de situations concrètes. Les réunions parents-profs, les passions cachées des élèves, l'équité et l'horizontalité en classe. Bonne écoute! Bonjour Emmanuel et ravi de te recevoir dans le podcast aujourd'hui. Salut Valentine, très content de partager ce moment avec toi, là. Très attendu. C'est vrai qu'on a galéré un petit peu pour trouver une date, mais enfin nous y voilà, donc ça c'est cool. Mais alors du coup Emmanuel, l'idée aujourd'hui c'est que tu nous parles un petit peu de toi. Où est-ce que t'en es toi dans ton parcours d'enseignant aujourd'hui? Et du coup pour ça, on va commencer par le commencement, à savoir, est-ce que tu te rappelles toi un petit peu du moment précis, peut-être quand t'étais enfant, de ce moment justement où tu t'es dit, en fait j'ai vraiment envie d'être prof, ou en tout cas j'ai une appétence pour ce métier-là? Alors en fait, ce petit moment qu'on pourrait appeler le déclic, moi j'en ai jamais eu en fait. J'ai jamais eu ce moment, cette prise de conscience spontanée. Moi en fait, depuis tout petit au collège, les profs nous demandaient toujours quel métier vous voulez faire, notamment au collège, je me rappelle. Et j'ai toujours mis en fait que je souhaitais être. À l'époque, je m'étais prof de sport, je me trompais hein, parce que le vrai nom c'était prof de PS, mais je m'étais prof de sport. Et en fait, j'ai toujours eu cette envie de devenir prof parce que je pense que j'adorais le sport, j'étais sportif. Et en même temps, je sentais bien que j'appréciais d'être en contact des autres pour les accompagner et les aider bien sûr au fur et à mesure de mon avancée en âge. Voilà, après j'ai été animateur et j'ai suivi ce chemin-là. Donc pas de déclic, mais toujours cette envie de devenir enseignant très très jeune en fait. Ouais, c'est ça, c'était plus dans le partage et la connexion avec les autres finalement que te dire vraiment bille en tête, je veux être prof de sport. Ouais, ouais. Et est-ce que tu te souviens justement de ces premiers moments, la fameuse première rentrée où en général les profs sont assez stressés, assez impatients aussi parfois. C'était comment pour toi et c'était dans quel contexte? En fait, j'ai eu la chance d'être nommé déjà à proximité de chez moi, donc dans un cadre que je connaissais un petit peu, donc un établissement dans lequel je n'étais pas allé, mais dont j'avais entendu parler. Et en fait, ouais, je me rappelle très bien de ce moment-là où j'étais, moi, préoccupé par le fait de mon âge. En fait, j'étais en lycée et je savais qu'en face de moi, j'allais avoir des élèves qui, auraient, 3, 4, 5 ans de moins que moi, donc presque mon âge, en fait. Et c'est ça vraiment qui a focalisé mon attention. Et j'étais, je me posais énormément de questions, concernant mon positionnement, mon autorité par rapport à mon âge et l'âge des élèves que j'allais, avoir en cours. Et c'est ça en fait ça a été ça ma première préoccupation on va dire de ma première rentrée. Et en fait, j'ai fait le choix de placer un cadre assez rigide, de positionner, de me mettre à distance avec les élèves et pour un petit peu me «sécuriser» entre guillemets. Et du coup, cette année scolaire s'est très bien passée. Je n'ai pas eu de soucis relatifs à mon âge en fait par rapport à l'âge des élèves que j'avais. OK. Parce que toi, tu étais dans quelle zone? Tu dans le sud de la France, non? J'entends un petit accent Ouais. chantant. Ouais, c'est ça en fait, c'est le sud-ouest sur Bordeaux. Et là, donc sur ce premier bahut, c'était un lycée, dans une cité en fait bordelaise. Mais ça tournait bien, il y avait pas de souci. Et en tout cas, à mon niveau, tout fonctionnait correctement et j'ai eu des classes de seconde, première et terminale. Alors les classes de terminale étaient déconseillées, mais bon, pas interdites, donc j'ai quand même eu à ce moment-là une classe de terminale. OK. Donc en tant que prof d'EPS du coup à ce moment-là? Exactement. OK. L'EPS, c'est une discipline où on peut être très proche des élèves, notamment avec les parades et autres, hein. Voilà, il y a quand même beaucoup de proximité avec, les élèves, le groupe classe. Et du coup, j'ai justement fait attention à ça pour, construire une distance, hein. Alors je suis plus du tout comme ça actuellement, mais en tout cas à l'époque, ça a été mon moyen on va dire, de prendre mes marques, avec mes différentes classes et de pas
tomber dans ce que nous amène notre discipline en termes de particularité. Voilà. Donc moi, j'étais vigilant à ça et du coup, je gardais beaucoup de distance avec les élèves. Voilà, c'est un petit peu le choix que j'ai fait en tout cas sur cette première année. Et donc là, tu t'es parti pour ta carrière. Si on rembobine un tout petit peu avant, justement. La grande majorité des enseignants de toutes les matières. Et ensuite, leur première année se déroule normalement à proximité du lieu où ils ont été formés. Et ensuite, il y a ces premières années où on est muté en général dans le nord de la France ou au niveau de Paris, pour après avoir la chance de redescendre par rapport au système de mutation. Donc moi, j'ai suivi ce trajet-là, bien évidemment, mais j'ai eu la chance d'avoir rencontré ma femme très tôt, du coup. Donc j'ai évité la banlieue parisienne parce que j'avais quelques points de rapprochement. Donc j'ai enseigné quelques années dans la région centre. Alors à l'époque, j'avais demandé à obtenir des établissements difficiles, mais en fait, on choisit pas trop dans l'éducation nationale. Donc je suis tombé dans un petit collège en plein milieu dans la campagne, donc vraiment rural plus 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 plus. Et j'ai passé quelques années là-bas et c'était top parce que j'ai appris à connaître, on va dire, un environnement que je ne connaissais pas trop puisque moi je suis issu du milieu urbain, hein. Voilà, donc De Bordeaux, du coup? voilà, Bordeaux et sa banlieue. Donc voilà mes premières années d'enseignant. Ensuite, au bout de 10 ans, une petite prise de conscience en fait où, je me rappelle très, très bien, je traversais la cour de mon collège et j'avais des bouquins que j'avais prêtés à une collègue et je me suis dit, parce qu'elle passait l'agrégation et je me suis dit: «Pourquoi toi tu irais pas en fait? Pourquoi tu te lancerais pas? Et pourquoi en termes de défi, pourquoi ça serait pas ton prochain défi en fait?» Donc là, j'avais 32-33 ans, donc ça faisait 10 ans que j'enseignais et du coup, je me suis lancé dans cette aventure dans un contexte un peu particulier parce que sur l'académie dans laquelle je professais, il n'y avait pas de formation agrégation, donc j'étais un petit peu seul. Petite parenthèse, du coup, cette fameuse agrégation, en fait, contrairement au CAPES, qu'est-ce que ça change pour toi en tant que prof? Qu'est-ce que ça t'apporte, en fait? Alors ce que ça nous apporte, très concrètement, une revalorisation salariale. C'est quand même important, même si moi à l'époque, quand je me suis lancé dans cette aventure-là, c'est pas ça que j'avais en tête. Moins d'heures face aux élèves. On est censé, constituer le pool des formateurs, académiques entre guillemets, être sollicités pour intervenir sur différentes formations. C'est un petit peu l'idée de ce concours-là et en même temps, c'est aussi une formation professionnelle continue parce qu'on renouvelle un peu sa pratique en passant ce concours-là, en fait. OK, d'accord. Ouais, ça n'impacte pas directement sur toi, ton rôle de prof, que ce soit en collège ou en lycée. Non, non. OK, très clair. OK, donc tu te lances ce nouveau challenge. Ouais, je me lance à ce nouveau challenge, 2 gamins en bas âge, donc en fait, le contexte, pas du tout favorable, pas de formation sur Bordeaux, 2 gamins qui sont très jeunes, 2 enfants très jeunes. Mais quand même, au fond de moi, il y avait quand même cette flamme qui m'a mené à prendre des risques, en fait, parce que je suis quand même quelqu'un qui a tendance à prendre des risques et à foncer un petit peu quand même. Et du coup, la première année, je me retrouve à l'oral, là, un peu surpris parce que je m'étais un petit peu préparé, mais du coup, pas du tout pour l'oral, en fait et je me suis fait vraiment cartonner à l'oral. Donc j'ai persévéré, et du coup, comme sur Bordeaux, il n'y avait pas de formation, je me suis rapproché de formations parisiennes, privées à l'époque, hein, parce que c'était ma seule solution. Donc la deuxième année, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé, je ne suis pas allé à l'oral et la troisième année, j'ai un peu pris de recul par rapport au concours. J'ai encore travaillé et j'ai réussi à matcher et ça s'est très bien terminé avec un très bon classement à l'agrégation. J'ai pu faire vraiment le point sur ma carrière, sur ce que j'avais vraiment envie de faire. Et du coup, je me suis rendu compte que, ce qui me mobilisait moi à ce moment-là, en tout cas, c'était, d'accompagner d'autres personnes qui étaient un peu dans mon cas de figure-là, c'est-à-dire sans formation, académique ou alors, un peu lâchés dans la nature. Donc d'où, mon projet, associatif, qui commence en 2015, hein, pour lequel, on a monté une structure, qui, en 2025 rassemblait 200 personnes. OK, donc là, en fait, le but, effectivement, c'est de voir, en fait, enfin, toi, tu as pris tout ton historique de travail et tu t'es dit: «OK, en fait, il y a un vrai manquement sur ce point-là». Parce qu'en fait, dans les zones plus ou moins rurales ou en tout cas éloignées, des centres urbains, il y a pas cette formation, enfin, en fait, cette facilité à la formation et donc toi, tu voulais effectivement le créer là où tu étais, en fait, finalement. Exactement, exactement. Alors en fait, c'est pas qu'il y a pas, mais en fonction des moyens, des fois il y a et des fois il y a pas. Donc moi quand j'ai présenté le concours, il y avait pas. Maintenant ça se fait aujourd'hui, il y a. C'est très fluctuant et en fonction des territoires, on peut se retrouver avec une inégalité concernant la formation. Et on va dire cette histoire qui a duré 10 ans puisque j'ai quitté, enfin l'association, va être dissoute, donc cette année, hein, pour laisser place du coup au nouveau projet qui est du coup l'accompagnement des jeunes enseignants, hein, qui se lancent dans le métier
et qui sont, pour la plupart, on va dire un peu, en recherche de conseils pédagogiques pour faire face à la classe et trouver les moyens, leur levier à eux, en tout cas, pour gérer la classe. OK. Enfin, c'est génial parce que du coup, effectivement, ça suit ton histoire, mais c'est aussi ça suit les problématiques que l'éducation aussi peut rencontrer. En 2015, toi, tu avais une problématique de manque, du coup, sur la partie formation à l'agrégation. Tu lances, du coup, cet assaut. Là, ça fait presque 10 ans, effectivement. Donc, en fait, tu as fait ton petit bout de chemin là-dessus. Qu'est-ce que ça t'a apporté déjà de créer ça? Après, on va reparler un petit peu justement de ce nouveau projet. Mais du coup, qu'est-ce que ça t'a apporté? Est-ce que ça a complété quelque chose qui manquait peut-être dans ton métier? Ouais, très complexe parce que, bah, c'est une aventure qui a duré 10 ans, donc 10 ans dans une carrière, c'est pas rien. En même temps, je travaillais, hein, j'étais enseignant, hein, donc j'avais entre guillemets, ma casquette d'enseignant et ma casquette de bénévole. Au début, c'est un sentiment un peu de révolte, un petit peu, de vouloir rééquilibrer, mettre un peu plus d'équité dans un système. On est un petit peu seul au début parce que, bah, tous ces projets un peu novateurs, les gens n'y croient pas trop et du coup, on est un petit peu seul. Donc pendant quelques années, j'ai navigué un petit peu seul et au bout de 5-6 ans, bah, des collègues m'ont rejoint parce qu'ils ont cru à l'aventure et ils ont vu que, bah, que ça pouvait fonctionner et que en termes d'émotion, c'était quand même quelque chose de très, très fort. Créer beaucoup de liens avec des personnes. J'ai pu aussi me sentir encore plus utile parce que quand on est enseignant, on se sent utile pour des élèves. Mais là, je me suis senti utile pour des adultes, hein, puisqu'on a permis quand même à beaucoup de gens, je dirais 200 personnes en 10 ans, d'accéder au métier d'enseignant. Et beaucoup d'entre eux avaient échoué à plusieurs reprises. Donc là, on a quand même cette satisfaction de les avoir amenés au bout de quelque chose, donc d'avoir lancé leur carrière professionnelle. Lorsque l'on est déterminé à vouloir accéder à un projet ou mettre en avant un projet et que l'on est un peu patient, en général, ça marche pas trop mal. C'est qu'effectivement, la persévérance fonctionne. Ça marche pas trop mal. Alors, au début, ça fait mal parce que c'est dur de s'investir, pour pas grand monde et de passer beaucoup de temps pour pas beaucoup de résultats, hein. Il y a eu très peu d'admis au concours au début, mais après on se rend compte que, quand on croit en ses rêves, globalement, il se passe quelque chose. Ouais et puis je pense l'idée, c'était aussi peut-être d'accompagner en fait, mentorat, ce coaching que toi tu pas eu, peut-être à ce moment-là, sans forcément reparler des compétences pures et dures, c'est peut-être plus le soutien en fait. Oui, c'est-à-dire qu'un candidat qui est libre, un enseignant qui est seul, face à sa classe, en gros, il a pas trop de points d'appui. Donc ne serait-ce qu'être là en tant que point d'appui, donc soit formateur, soit mentor ou soit coach maintenant, quand même, c'est déjà, une grande avancée, hein. Il y a pas photo et on se sent beaucoup moins seul et quand on se sent moins seul, on avance mieux quand même. On avance mieux. Ouais, c'est génial parce que du coup, c'est vraiment le truc que j'ai remarqué aussi au fil des interviews, c'est qu'en fait, effectivement, est souvent pointé aussi du doigt la partie un peu solitude ou en tout cas si t'es pas forcément avec une équipe qui match ou tu forcément seul dans ta classe. Ça, c'est un vrai truc qui revient et je trouve ça vraiment super que du coup, des gens comme toi mettent des choses en place pour pallier à ça, toujours de façon bénévole aussi au début parce qu'en fait, c'est quelque chose qui est pas forcément reconnu. Ouais, ouais, c'est un peu, ouais, quand on est face à sa classe, on arrive en salle des profs, on peut des fois parler des soucis que l'on a, mais ça dure 5 minutes, ça dure 10 minutes. Des fois, on peut se sentir jugé par les collègues, on n'a pas trop envie de ça. Du coup, moi, je trouve hyper important qu'on puisse avoir, un espace où on peut réfléchir à sa pratique, apporter ses solutions et ses problèmes avec une personne qui peut-être fait le même métier que nous ou pas, mais qui sera totalement neutre dans le rapport qu'il aura avec nous, en fait. Donc ça, c'est super important, hein, que ça soit dans la formation, le mentoring ou le coaching. Ouais, c'est ça. Donc en fait, toi, tu es partie de cette base-là. Au fur et à mesure, du coup, de ces 10 années, ta mentalité aussi a peut-être évolué. Et du coup, aujourd'hui, toi, tu formes les formateurs et tu coaches aussi des chefs d'établissement. Comment tu arrives en fait à les coacher tout simplement et qu'est-ce que tu vois peut-être que d'autres personnes ne voient pas? Alors en fait, quand j'ai, la bascule, elle est, enfin, j'ai réfléchi vachement à ça et en fait, la bascule au début, pendant 10 ans, j'étais formateur. Donc quand tu es formateur, tu apportes des solutions un peu clés en main. Tu dis aux personnes que tu accompagnes: «Voilà, si tu fais ça, peut-être qu'a priori, ça devrait fonctionner». Mais ça, je pense que j'étais arrivé un petit peu au bout, moi, et c'est pour ça que j'ai basculé sur le coaching. En fait, ma conception du coaching, c'est, permettre à un collègue qui a une difficulté ou pas, hein, ou qui veut cranter, hein, qui veut fonctionner autrement, l'amener à réfléchir sur sa propre pratique, des questions vraiment ouvertes et totalement neutres et du coup, à lui-même, trouver ses propres solutions par rapport à son environnement et par rapport à son identité, en fait. C'est vraiment ça qui me tient à cœur et qui me permettrait de définir ce qu'est, pour moi le coaching aujourd'hui en tout cas. Et c'est vraiment différent de la formation où, on amène vraiment des solutions clés en main. Dans le coaching, c'est vraiment, des questions qui amènent la personne accompagnée à trouver ses propres solutions par rapport à son environnement
et son identité, bien évidemment. Parce que du coup, tu t'adaptes vachement à la situation, au contexte. Et concrètement, est-ce que tu as du coup un exemple à nous partager là-dessus, que ce soit du coup des professeurs ou des chefs d'établissement? Alors les problématiques, alors actuellement, je me suis orienté vraiment sur les jeunes enseignants, hein. L'an dernier, j'ai quand même coaché quelques chefs d'établissement et pour les enseignants, on est vraiment sur, enfin bon, problématique qui revient assez régulièrement, c'est, comment définir mon identité, en fait? C'est-à-dire que, les jeunes enseignants, voire les enseignants plus expérimentés, testent de nombreuses, actions pédagogiques, hein, stratégies pédagogiques, mais en réalité, ils se posent vraiment la question de qui ils sont, en fait, en tant qu'enseignant parce que cette question-là, quand on est à l'université, quand on prépare un concours, on se la pose jamais en fait. On voit d'autres enseignants fonctionner, mais on se pose jamais la question de qui nous on est en tant qu'enseignant. Donc ça, c'est vraiment c'est une question qui revient souvent, dans le coaching. Après, des questions plus classiques sur la gestion de classe, bien évidemment, la construction d'une autorité, la construction d'un cadre, comment faire pour faire en sorte que son travail, ne prenne pas trop de place sur le temps libre. Ouais, classique, de que chacun peut se poser effectivement dans les débuts de l'enseignement, comment je gère mon temps, comment je fais face à des provoques ou des trucs un peu comme ça. Exactement, exactement. Pour les chefs d'établissement, ce qui ressort, hein, principalement, c'est les questions de leadership. C'est-à-dire que, bah, ils sont un peu entre 2 eaux, hein. Ils ont une équipe enseignante on va dire, à manager. Mais la problématique, c'est toujours pareil, c'est que, ils n'ont jamais été trop formés à manager, en fait. Donc du coup, ils apprennent un petit peu sur le tas, d'où le fait qu'ils se posent énormément de questions concernant leur méthode de management, en fait, hein. Donc, c'est souvent ce sujet-là qui revient, dans l'accompagnement des chefs d'établissement. Effectivement, cette partie-là de management, moi qui suis pas dans l'éducation, c'est quand même quelque chose qui se pose même dans le domaine privé, tu vois? Et depuis là, quelques années, c'est vachement remis en question en mode, bah, attendez, en fait, être manager, c'est un vrai métier et à part entière. Donc effectivement, c'est intéressant qu'il y ait aussi cette partie-là, dans le domaine, public, en tout cas, dans l'éducation et du coup, c'est intéressant qu'on s'y penche parce que c'est un vrai sujet, en fait. Ouais, ouais et en fait, pour, un peu continuer la question que tu m'as posée tout à l'heure, bah, en fait, on s'y penche, hein, parce que, il existe la DITP, hein, la Direction interministérielle de la transformation publique, qui est un méta-ministère créé par Macron lorsqu'il est arrivé au pouvoir et en fait, l'accompagnement des cadres de la fonction publique est en réflexion dans ce, méta-ministère et j'ai la chance de faire ma réunion de rentrée aujourd'hui, pu intégrer le pôle des 250 coachs de la DITP. Je vais pouvoir participer aux réflexions concernant l'accompagnement des cadres au sein de la fonction publique. C'est génial ça et du coup alors ça c'est, concrètement c'est comment ils sélectionnent un petit peu les personnes et qu'est-ce que vous êtes amenés à faire? C'est des pistes de réflexion? Alors, C'est quoi? moi, ça va être une grande découverte, hein, parce que j'ai appris l'existence de ce ministère il y a 2 ans et demi, hein, alors qu'il existe depuis, 2017, hein, quand même, donc voilà, en tant que fonctionnaire, bah, il a fallu que je prenne un petit peu la température. Donc quand j'ai obtenu mon diplôme universitaire, bah, suite à ça, je me suis renseigné sur comment postuler. Donc j'ai envoyé une lettre de motivation, j'ai envoyé mon CV, ainsi que mon diplôme, bien évidemment et j'ai eu la chance de recevoir un mail, début septembre dans ma boîte, professionnelle me disant que, j'étais convié à la réunion de rentrée, bah, d'aujourd'hui, du coup. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Bah, pour moi, grand point d'interrogation. En tout cas, j'espère que des belles choses et Ah si j'avais su on aurait fait l'interview plus tard. non, mais on pourra peut-être qu'il y aura l'épisode numéro 2 du coup. Carrément une suite pour savoir parce que ça c'est super intéressant, hyper actuel en Ouais, plus, ça attise ma curiosité. Bon, je sais qu'ils réfléchissent au coaching et au co-développement depuis, 5-6 ans, que le coaching a intégré le ministère de l'Intérieur, de la Santé et de l'Agriculture depuis, 2-3 ans. Pas l'éducation nationale encore. Donc, bah, moi, je suis ouvert aux propositions, en fait et OK, génial. L'idée, ça serait effectivement donc de réfléchir à tout ça et ensuite potentiellement d'envoyer des coachings du coup auprès de jeunes enseignants pour les premières années, d'enseignement ou? alors là, de ce que je comprends, pour l'instant, c'est, les interventions, les missions sont plutôt à destination des cadres. Donc quand je dis cadres, c'est les personnes qui sont, pas forcément sur le terrain, hein. Donc là, on est plutôt sur les personnes qui bossent, sur le rectorat, même si à l'éducation nationale, a priori, peu d'initiatives sont prises. En tout cas, j'en ai pas la connaissance. Mais pour le ministère de la santé, voilà, on est plutôt sur les cadres. Mais moi, en tout cas, à mon niveau,
si j'ai la chance d'apporter quelques idées ou quelques initiatives à mettre en œuvre, bah, moi, il me paraîtrait incontournable de concerner aussi les personnes qui sont sur le terrain, notamment dans l'éducation nationale, et de pouvoir, on va dire, accompagner ces jeunes enseignants. De mon côté, j'ai aussi proposé à mes inspecteurs cette initiative-là. Bon, à ce jour, je suis en attente d'une réponse, hein, puisque on nous oppose toujours la question des moyens. Maintenant, la balle est dans leur camp. C'est super, valorisant même et puis rassurant aussi de voir ce genre d'initiative au niveau gouvernemental, j'entends, parce que même au niveau local ou entre écoles, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont faites parce que, bah, les enseignants généralement sont assez investis et du coup, il y a plein de choses qui sont mises en place au niveau local. Mais au niveau, gouvernement, je trouve ça trop cool et on y reviendra du coup à la fin. Alors du coup, pour revenir toi un peu à ce que tu fais encore aujourd'hui, je sais que c'est des choses, tu insistes souvent sur la posture, la communication, le cadre dans ta formation, dans tes coachings. C'est quoi pour toi une bonne posture aujourd'hui dans une salle de classe? Alors, quand j'entends cette question, je me dis: «Attention, tombe pas dans celui qui va donner la recette miracle», parce qu'on sait que la posture, la bonne posture, elle est propre à chacun, en fait. Et ce qui peut fonctionner avec moi, par exemple, ne pourra peut-être pas fonctionner avec, un autre enseignant d'une autre matière, plus jeune, plus âgé, enfin qui a son expérience à lui. Donc, moi je parlais pour moi en tout cas, quelle est ma posture aujourd'hui? Elle est bonne pour moi en tout cas. Ce qui est, super important, c'est, à mes yeux d'être connecté à ses élèves. C'est-à-dire que, il y a quelques années quand j'enseignais, bon, j'avais un plan de cours, il fallait que ça avance, donc je savais que je partais de A et qu'il fallait que j'arrive à B, et du coup, quelles que soient les réponses de mes élèves, j'avançais. Voilà, donc j'étais pas ou peu connecté à mes élèves. Aujourd'hui, du coup, je suis, très, très connecté à mes élèves, en tout cas de plus en plus dans ma posture d'enseignant. Je fais attention aux petites attitudes, aux nombreuses attitudes qu'il puisse y avoir, hein, qu'elles soient positives ou négatives. Quand c'est positif, je valorise. Quand c'est négatif, j'essaye de faire en sorte qu'on les dépasse pour continuer à apprendre, en fait. Ensuite, je suis vachement horizontal dans mon rapport avec les élèves. C'est-à-dire que, bah oui, j'ai quand même 25 ans, 30 ans de plus qu'eux, mais je suis accessible pour eux, en fait. C'est-à-dire que mes relations, je leur montre que je suis comme eux, en fait. J'ai des soucis, j'ai des problèmes. Des fois, je suis content, des fois, je suis pas content. Comme eux, j'ai plein de choses à apprendre. Je construis cette horizontalité pour que les élèves viennent vers moi sans aucun souci et en tout cas sans aucun stress. Donc ça, c'est la deuxième chose qui est super importante. Après l'équité, je fais attention de traiter tous les élèves de la même manière ou de donner un peu plus à ceux qui sont en difficulté. C'est plutôt ça l'équité. Je suis très vigilant, par rapport à ça. Mais en même temps, j'oublie pas les élèves qui tournent très bien, qui fonctionnent très bien. Donc il faut que chaque élève dans la classe, ait la sensation que le prof s'occupe d'eux, en fait. Ouais. Voilà. Qu'ils soient valorisés et pris en considération. Voilà, ça c'est, quelque chose que je fais beaucoup plus qu'avant. Et la dernière chose, qui est une conséquence directe du premier critère, c'est le fait de ralentir, en fait. Pour être connecté à ses élèves, si on va vite, on risque de passer à côté de pas mal de choses. Bon, je suis d'un naturel, j'ai plutôt tendance à aller vite, mais du coup avec l'âge quand même, je ralentis, c'est-à-dire je prends le temps dans mes cours, quitte à ne pas respecter le plan ou l'avancée qui était prévue au préalable. C'est pas grave, on fait avec, on fait avec, et du coup, je me sens mieux comme ça. Donc moi, ma posture, si je la résume en 4 mots, c'est connecter, horizontalité, équité et ralentir, en fait. OK, top. Ouais, c'est ça, c'est t'éloigner aussi peut-être parfois un peu de ce que tu avais prévu ou en tout cas de ce qui est effectivement noir sur blanc au programme, même si évidemment c'est quand même, une ligne à suivre, mais c'est de s'adapter effectivement au rythme des élèves et créer des connexions, intéressantes quoi, pour que tout le monde soit content d'être là. C'est ça. Ouais. C'est ce que je dis aux élèves le matin quand j'arrive en cours, je leur dis: «Bah, écoutez, moi aujourd'hui, quand je me suis levé, j'avais qu'une envie, c'est de passer une bonne journée. Donc, il y a pas de raison que la journée se passe pas bien, donc et vous faites partie de ma journée». C'est ce que je leur dis. Donc, voilà. Et ils se sentent valorisés, j'imagine aussi dans ce discours-là. Bah, en tout cas, ça leur parle, et du coup, quand je dis ça, je les sens vachement à l'écoute et un peu surpris par ces paroles qui sont banales, en fait, hein, mais vraiment surpris, et du coup, de temps en temps dans l'année, quand je sens que ça glisse un peu, qu'on est un peu fatigué et que potentiellement on peut risquer de s'énerver ou autre, ben je fais un petit rappel, quoi, pour tout le monde, hein, parce qu'il vaut aussi pour moi le rappel, bien évidemment, et ils m'écoutent et je sens que, qu'il se passe quelque chose, en fait. OK, hyper intéressant. Ce qui m'interroge aussi, c'est que du coup, toi, tu as une carrière de plus de 20 ans derrière toi. Est-ce que tu as vu un petit peu des évolutions dans les différents types d'élèves? Aujourd'hui, je sais que c'est pas forcément pareil qu'il y a 15 ans, 20 ans. Qu'est-ce qui a changé pour toi et qu'est-ce qui peut-être est inquiétant aujourd'hui ou au contraire
inspirant ou en tout cas, ça va dans le bon sens, dans ce rapport-là avec les élèves entre eux, les élèves avec toi. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette partie-là? Ouais, alors qu'est-ce qui a évolué? C'est des questions qui sont souvent au cœur de la salle des profs ou quand on rencontre des amis pendant des repas, c'est souvent une question qu'ils me posent en fait. Bon, qu'est-ce qui me rend inquiet? Pas grand-chose en fait. Je suis rarement inquiet. Par contre, on peut constater qu'il y a des petits changements. Moi, j'en constaterais quand même, on peut dire, 2. Le premier, c'est le rapport avec l'outil numérique, le téléphone, qui peut un peu changer, qui change un peu la connexion des élèves, entre eux en fait. Les élèves sont connectés souvent à des personnes qui sont éloignées d'eux et du coup, ils oublient un peu que, ça se passe aussi avec des personnes qui sont à côté d'eux, en fait, côte à côte avec eux. Donc dans le cours de PES, on s'en rend un petit peu compte puisque les élèves sont à proximité, beaucoup d'interactions. Bon, ça a un petit peu changé, même si, entre guillemets, potentiellement les mauvaises habitudes, elles se changent vite en fait, hein. On se rend vite compte que les élèves, que la relation humaine est puissante et que, même s'il y a quelques mauvaises habitudes ancrées, elles peuvent très vite changer en fait. Ensuite, concernant notre matière aussi, le goût à l'effort quand même, on peut pas le nier, il a un peu changé. Le goût de l'effort, physique, bon, ça s'amenuise un petit peu quand même avec les années, les performances physiques également. On est un peu dépassé par ce phénomène-là, donc on a quelques moyens en tant qu'enseignant d'EPS pour, engager les élèves, hein, le plus possible pendant nos cours. Mais néanmoins, on est quand même, limité par ces facteurs environnementaux. Voilà, donc moi, c'est les deux constats que je fais. Est-ce que je suis inquiet? Non, parce que faut faire un petit peu avec quand même, on n'a pas trop le choix. On essaie de sensibiliser nos élèves et je pense que, en tant que futur adulte, beaucoup se remettront au sport ou se mettront au sport, hein. Je suis pas inquiet par rapport à ça. Nous, on peut être là pour leur faire passer des bons moments, prendre du plaisir, par l'engagement physique et de temps en temps les sensibiliser par rapport aux risques que certaines attitudes peuvent occasionner en fait. Mais les élèves sont sensibles à ce discours-là quand même. OK. Et je crois que j'ai vu, alors je sais pas du tout si c'est, cette année ou si ça avait déjà été mis en place. Il me semble que c'est assez nouveau. C'est le fait de déposer les téléphones en amont avant de rentrer dans les collèges et lycées. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez mis en place vous à la rentrée là? Alors oui, ça a été une injonction, pour la rentrée 2025. Donc tous les établissements, tous les collèges étaient, dans l'obligation de trouver une solution pour ne pas que les élèves utilisent leur téléphone au cours de la journée, hein. Bon, c'était déjà le cas, précédemment, mais au fil des années, on se rendait compte que pendant les temps morts, la récréation, certains élèves pouvaient, encore utiliser le téléphone. Donc là, on va dire qu'a priori, par rapport aux mesures prises par chaque établissement, c'est plus compliqué, voire impossible. En fait, c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure, c'est-à-dire que, les mauvaises habitudes, qui nous paraissent peut-être ancrées, peuvent très rapidement évoluer, en fait. Donc, moi, ce que je vois, parce que là, ça fait 3 semaines, un mois qu'on a commencé, donc on n'a pas trop de recul. Mais ce que je vois, c'est que quand, on enlève ça, téléphone par exemple, les personnes se reconnectent entre elles, en fait. C'est-à-dire que, la personne qui est à côté de moi, je peux lui parler ou je lui reparle plus facilement. Donc, c'est un petit peu ça que ça engendre pendant le temps scolaire, bien évidemment, parce que, moi, ce que je constate quand j'arrive au bahut un petit peu en avance, bon, ils sont à l'extérieur de l'établissement. On voit beaucoup d'élèves qui sont sur leur téléphone et qui, ne se parlent très peu, en fait. Ouais, c'est pas mal aussi. Je pense aussi au harcèlement, tu vois? Ou en tout cas, dans la cour de récré où tu peux avoir peut-être des gens qui vont filmer, des trucs qui peuvent se passer et qui, en fait, vont amplifier le phénomène. Là, j'imagine que, s'il y en a effectivement, malheureusement, ça se passe toujours. Mais en tout cas, ça enlève peut-être ce côté amplification ou en tout cas, le truc devient encore plus énorme parce que ça va être diffusé, partagé dans tous les sens. Je pense que ça, c'est plutôt une bonne chose. Et du coup, pendant que tu dis ça, moi, je trouve que ce qui est nouveau, donc ça, bien sûr, ça va aller dans le sens que tu viens d'évoquer, hein. Ça va limiter, très certainement les images pendant le temps scolaire, donc très certainement le harcèlement en dehors du temps scolaire et dans le temps scolaire. Ce qui est marrant aussi, c'est que cette préconisation, elle ne vaut pas que pour les enfants, en fait, les élèves. Elle s'applique aussi aux adultes avec, donc on a chaque établissement a son application avec, lequel, les profs peuvent, communiquer avec entre eux ou avec les parents. Et il se trouve que, le week-end et le soir, cette application elle est accessible, mais avec certaines limites. Donc c'est bien, c'est que cette déconnexion, elle s'applique à la fois, aux élèves et à la fois aux adultes. Donc ça, je trouve que c'est nouveau. Et moi, ma fille, on était en vacances, ça m'a marqué. L'année dernière, au mois d'octobre, et on était sur une plage et il était, 16h. Elle a pris le téléphone de ma femme, elle consultait Pronote. Mais je lui dis: «Mais qu'est-ce que tu fais là? Le prof, il est aussi en vacances, il a rien mis, il est 16h, voilà». Et ouais, je trouve que c'est bien aussi qu'il y ait des temps off programmés. Complètement, parce qu'en fait, dans les 2 sens, les plus assidus, aux devoirs et cetera,
ils ont un peu ce réflexe, bon, qui est plutôt un bon réflexe, hein, évidemment, mais cette addiction un peu de se dire: «Oh là là, il faut pas que je rate quelque chose», ce qui rajoute à l'anxiété. Est-ce qu'elle a quel âge ta fille? Ma fille, elle passe en quatrième, donc elle a 13 ans. Ouais, c'est ça. C'est eux aussi peuvent ne jamais s'arrêter en fait, comme les anciens, comme les adultes, comme les parents. Hein, c'est pareil aussi. Donc, ouais, c'est bien qu'une règle du jeu soit établie sur le plan national pour tout le monde en fait, pour tous ceux qui peuvent jouer au jeu, c'est-à-dire les élèves, les enseignants et les parents. C'est ça un peu la nouveauté pour moi, hein, c'est qu'elle impacte, on va dire les trois acteurs de la vie éducative en fait. Donc ça, c'est hyper intéressant. Ouais, c'est une bonne nouvelle, hein, aussi. Oui, c'est une très bonne nouvelle. OK, c'est top. Pour revenir un petit peu, toi, à ton parcours de carrière, j'imagine que, encore une fois, donc tu as vu cette évolution. Il y a des choses plutôt positives là qui se mettent doucement en place. Est-ce que toi, tu as une histoire, justement, un élève ou un moment qui t'a marqué dans ta carrière? J'imagine qu'il y en a plein. Ou en tout cas qui t'a fait te remettre en question ou te reposer de nouvelles questions, qui a un petit peu changé peut-être ta vision des choses? Ouais, moi j'ai, bah, des moments, il y en a peut-être plein, mais du coup, quand il y en a plein, c'est dur d'en faire émerger un. Heu, Moi j'ai, un moment, ouais, qui m'a marqué, c'était un rendez-vous avec un parent. Moi, c'est assez rare que je prenne, les rendez-vous avec des parents parce que je gère en général les situations avec les élèves. Mais là, du coup, j'avais pris, donc les parents souhaitaient me voir, voilà, accompagnés de leur enfant, bien évidemment et j'avais senti que le moment allait être un peu chaud, hein, parce qu'on sent les choses quand même arriver. Donc j'avais demandé à ma CPE d'être présente. Donc là, ça, c'était un moment très chaud et avec un jeune élève, mes propos avaient été mal interprétés et du coup, les parents souhaitaient une explication à ce sujet-là et sur ce rendez-vous-là, la maman est arrivée, je lui ai laissé prendre la parole. Je la sentais vraiment très énervée, à bout, donc moi, j'ai écouté, en fait, j'ai pris la température, j'ai essayé de comprendre, pourquoi cette tension, en fait et au bout d'un quart d'heure, 10 minutes, bah, j'ai compris qu'en fait, bah, les parents, hein, venaient d'apprendre que leur enfant était porteur d'un handicap, et ça, nous, on n'en était pas informés du coup, plutôt cognitif. On n'en était pas informés, hein, puisqu'elle venait de ça venait d'être diagnostiqué et j'ai vite compris que ce qui était en jeu, c'était, non pas mon attitude, parce qu'après tout s'est bien passé, on en a discuté et elle a compris un petit peu, comment je fonctionnais en tout cas. Mais ce qui était en jeu, c'était vraiment, que cette information chaude venait un peu la déstabiliser et Et rendre encore plus «grave» entre guillemets les propos que tu avais pu avoir? voilà. Quand il y a une situation un peu chaude, que ça soit avec des parents ou avec des élèves, ne pas réagir, à chaud, pas se laisser emporter par ses émotions, essayer de donner un temps à celui qui est un peu, énervé ou qui demande à discuter pour bien comprendre la situation et essayer de cerner ce qui va vraiment pas, en fait. Bon voilà, c'est ce que j'avais fait ce jour-là parce que je sentais que ça allait être tendu. Je faisais pas forcément systématiquement ça avant, hein. Maintenant en tout cas, je suis très vigilant déjà aux propos que je tiens. Voilà ce que ça m'a appris, hein, que le second degré, ça peut être compris, mais pas par les très jeunes, par exemple. En l'occurrence, c'est un élève de 6e, et qu'ensuite, dans une situation qui peut être un peu chaude, toujours prendre le temps de bien comprendre ce qui se passe réellement, en fait. Quel est l'enjeu pour les uns et pour les autres et ne pas réagir à chaud. Voilà. OK. Ouais, c'est ce fameux truc de ne pas réagir à chaud, ça c'est je l'ai déjà entendu aussi plusieurs fois, sur cette partie-là. C'est important d'avoir cette horizontalité, mais il faut toujours quand même se rappeler que on est face à des élèves qui ont pas forcément ce recul émotionnel et puis il y a plein d'autres facteurs aussi, j'imagine. OK, hyper intéressant. Et est-ce qu'à contrario, tu as justement un super souvenir, un truc vraiment qui t'a marqué dans ta carrière parce que je sais pas, tu as vu peut-être une évolution sur un élève qui avait des difficultés ou en tout cas qui se sentait peut-être pas intégré ou toi du coup, tu as vu peut-être l'impact que tu as eu ou en tout cas l'évolution de ce jeune? Ouais, il y en a 2. Il y en a un, je pense que j'ai, un ancien élève que j'avais eu en quatrième, troisième, il me semble, est devenu enseignant d'éducation physique et sportive. Alors c'est pas lui qui me l'a dit, hein, il est pas venu me voir et me dire: «C'est grâce à vous monsieur», mais bon, comme j'étais formateur, du coup, je suivais un petit peu les gens admis et ceux qui n'étaient pas admis. Donc je me rappelais très bien de cet élève-là, donc il a réussi à obtenir son concours il y a 2 ou 3 ans, il me semble. Et ensuite, le dernier moment fort, c'était l'année dernière. J'ai été, prof principal d'une classe de troisième. Je l'étais en milieu d'année parce que le collègue était en difficulté. Enfin, il fallait filer un coup de main au collègue. Donc j'ai décidé de lui filer un coup de main. Je suis devenu prof principal de cette classe de troisième. J'avais dans cette classe de troisième des cas, un peu compliqués, notamment un qui demandait une orientation assez sélective. Donc j'ai eu beaucoup d'interactions avec la famille, beaucoup d'interactions avec cet élève-là et j'étais relativement pessimiste quant à son orientation, hein, même si je ne lui ai jamais communiqué ça, mais c'était le sentiment intérieur que j'avais et du coup, le jour du brevet, on leur remet leur affectation et cet élève-là a pu être affecté dans l'orientation qu'il avait choisie. Donc c'était quand même, on va dire la dernière grosse satisfaction, la plus récente, celle qui m'a marqué. Voilà, parce que, pour cet élève-là, j'avais quand même pas mal donné et ça s'est plutôt bien terminé.
Ouais, tu l'avais accompagné du coup sur la partie, préparation peut-être, de son orientation parce que c'était un truc par rapport lié au sport? Non, pas du tout, il était très au clair avec son orientation, mais ce qui posait problème, c'était son attitude. Parce que donc sur l'orientation, il y a les notes bien évidemment, mais il y a aussi les appréciations qui sont prises en compte par le logiciel. Donc c'était vraiment ça qui posait problème, c'était l'attitude. Bon voilà, donc c'est plutôt sur ça que je suis intervenu et ça a fonctionné puisqu'il a pu accéder à son vœu d'orientation, voilà, donc ça c'était, on va dire la dernière très bonne nouvelle, celle de l'année dernière quoi, la plus récente. Trop bien. C'est vrai que et du coup, tu as ce truc-là aussi de prof principal qui va être effectivement d'accompagner, de conseiller, d'orienter. Exactement, exactement. En lien avec le coaching. Alors là, je suis en train de trouver mes marques pour potentiellement faire un lien entre cette mission-là et ma posture de coach. Donc voilà, je suis en train de prendre la température pour voir comment je peux intervenir avec des élèves, comment je peux accompagner des élèves dans leur réflexion sur l'orientation. Ça, c'est intéressant aussi, sur toute cette partie orientation-là. Comment tu te positionnes un petit peu toi par rapport à tout ça? J'imagine que tu es peut-être plus à l'écoute d'abord de ce que veut effectivement peut-être l'élève, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui vont te dire: «J'en ai aucune idée». C'est ça, donc c'est ça et en même temps, je leur dis: «C'est normal». Alors, bah, moi, comment je me positionne? Bah, déjà en leur faisant comprendre qu'ils sont tout à fait dans la normalité, voilà déjà, donc il y a pas de souci par rapport à ça et que la scolarité elle peut être aussi conçue pour se donner le temps de réfléchir. Donc c'est vraiment le discours que je tiens avec les élèves et avec les parents. Voilà, après je sais très bien que sur certaines orientations, elles nécessitent de choisir dès la fin de la troisième. Voilà, donc là par contre, ben, oui, je suis carte sur table, hein, c'est le discours que je tiens aussi auprès des élèves et des parents. Je leur dis en même temps qu'on peut aussi se tromper, voilà, que, ça fait partie de la vie et que, bah, si on se trompe, ben, on va rajouter son choix. On va peut-être perdre 1 an ou 2 ans, mais que l'idée c'est que, on se retrouve après dans un métier que l'on aime. C'est vraiment ça le discours que je tiens et après bien sûr, il y a, l'éducation à l'orientation avec s'aide entre collègues, on s'aide avec la conseillère d'orientation, le chef d'établissement, le centre d'information et d'orientation. On essaie de connecter un peu toutes ces personnes pour, renseigner les élèves, les parents et faire en sorte qu'ils puissent le mieux choisir. Voilà. Trop bien. Mais je pense que tu as raison aussi, il y a surtout ce gros truc de dédramatiser aussi peut-être parfois un petit peu, ce choix qui te paraît énorme quand t'es jeune et pour toi et pour tes parents. Ouais, j'imagine que c'est chouette du coup d'avoir effectivement, bah, une équipe pédagogique qui puisse t'accompagner là-dedans, sans pour autant te mettre une pression de dingue. Bon, voilà, c'est un sujet, super complexe, hein, personne n'a la solution, hein. Après, peut-être investir, le chemin de la passion, aussi parce que c'est quelque chose que l'on oublie des fois. Les élèves ont des passions que l'on ne connaît pas forcément et qui peuvent déboucher sur un métier que eux mêmes ne savent pas. Voilà, il y a peut-être aussi des métiers qui n'existent pas encore aujourd'hui et qui vont apparaître dans 3, 4 ans. Donc c'est des discours que je peux tenir, alors ça les aide pas forcément à mieux choisir, mais comme tu l'as dit tout à l'heure, ça permet de dédramatiser ce moment-là, qui, peut être un moment un peu complexe au sein de la famille et inquiétant en tout cas. C'est pas le but. Non, mais c'est chouette effectivement d'avoir cette posture-là. Et est-ce que alors toi, si justement, si tu te revoyais un petit peu au début de ta carrière, là tu te revois jeune enseignant et en plus tu es en coach, donc c'est très bien. On va pouvoir avoir quelque chose d'assez précis. Si tu croises du coup un jeune prof qui débute aujourd'hui, c'est quoi le conseil que tu lui donnes? Alors là, le conseil, la petite réflexion, la petite question que j'amène à se poser, c'est apprendre, très bien connaître sa discipline, être, très fort en didactique. Ça, il y a aucun souci, il faut garder ça. Mais par contre, très tôt réfléchir à l'art d'enseigner, la pédagogie. Bon, on va pas se mentir, hein, c'est plutôt, des questions qui sont, mis à la marge dans la formation, hein, initiale, mais quand même qui sont très, très importantes quand on est face à un groupe classe. Donc, voilà, vraiment se questionner par rapport à la pédagogie, et du coup son identité par rapport à la pédagogie que l'on souhaite mettre en place. Parce que l'idée, c'est de trouver un réel équilibre entre pédagogie et didactique. Voilà, c'est vraiment le conseil ou la piste de réflexion que j'apporterai à un enseignant qui débute, mais pas forcément qui débute, hein. Ça peut être ça. Moi, tous les jours, c'est des questions que je me pose encore, parce qu'on sait qu'avec l'âge, avec l'environnement, bah, la réponse évolue. Voilà, c'est vraiment ça le focus que j'amènerai. OK. Ouais, c'est intéressant parce que du coup, c'est pas forcément un conseil tout prêt, c'est plus toi, pose-toi des questions effectivement par rapport à ce que représente la pédagogie pour toi et peut-être les valeurs qui sont importantes à transmettre, Exactement, exactement. Ouais, derrière cette question-là, il y a les valeurs, bien évidemment, hein, qui je suis, comment voilà, qu'est-ce que je souhaite transmettre? Bien sûr, il y a toutes ces questions-là derrière, mais qu'un enseignant ne se pose jamais. On ne lui offre jamais le cadre, ou le contexte pour se poser ces questions-là. Donc du coup, bah, s'il se pose jamais la question, dur de formuler une réponse. hyper intéressant justement d'avoir cette axe, qui t'ouvre en fait plein de pistes possibles parce que, ça remet effectivement, comme tu dis le la personne au centre de, bah, toi, qu'est-ce que ça représente pour toi en fait?
Ben ouais, ben ouais. Et alors du coup, j'ai une dernière question pour toi, Emmanuel. C'est un petit peu une question que je pose à chaque interview. Je sais que c'est assez dur d'y répondre en général parce que tout le monde a envie de dire, il y a plein de trucs que j'aimerais bien changer. Mais aujourd'hui, et toi, c'est super parce que du coup, tu vas participer à ce fameux groupe de parole au sein du ministère. Du coup, si tu as un levier pour réformer l'éducation nationale, ou en tout cas pour changer des trucs qui pour toi aujourd'hui sont en manquement, où il y a des vraies problématiques, ce serait lequel? Bon, question très complexe, hein, mais quelque chose que je mets en avant, alors c'est pas forcément un levier, c'est une manière de faire plutôt. Dans les instances qui réfléchissent et qui décident, je positionnerai plus de personnes qui sont sur le terrain. Pourquoi? Parce qu'elles permettent d'avoir, un reflet de la réalité assez précis. Voilà. Donc au-delà d'un levier, c'est une manière de faire que je changerai et directement lié à ça, je conseillerais aux personnes qui décident de venir des fois plus souvent dans les classes, en fait, tout simplement. OK, ouais. De venir voir ce qui se passe en fait De concrètement. venir voir vraiment ce qui se passe sur le terrain et de pas avoir des rapporteurs ou, non, de venir voir ce qui se passe sur le terrain. Voilà. Ça paraît évident, je pense qu'ils le font, hein, des fois, puisqu'on a des inspecteurs généraux qui viennent sur le terrain des fois, hein, mais c'est tellement rare on a l'impression que c'est jamais, en fait. Donc voilà, je ferai cet aller-retour entre, ceux qui sont au contact direct des élèves et ceux qui décident, voilà, je les rapprocherai plus, je diminuerai ce grand écart, je trouverai des solutions à ce niveau-là, dans le processus en tout cas. Hyper intéressant. OK. Bah, écoute, un grand merci du coup pour toute cette interview et tout ce que tu nous as raconté. C'était top. C'est chouette aussi, je trouve, d'avoir justement cette piste de réflexion parce que vu que tu proposes justement cet accompagnement de coaching, de formation, tu as peut-être aussi cette vision un petit peu plus de questionnement en tout cas que tu mets en avant. Donc merci pour ça. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver pour nos auditeurs? On peut me retrouver sur Bordeaux, non, je rigole, mais principalement sur Instagram, sur la page, Enseigne autrement, coaching. Voilà, mais dans l'idée, dans le futur, j'espère pouvoir créer des rassemblements où on pourra réfléchir, collectivement à notre pédagogie, en fait. Donc, là, du coup, ça sera sur Bordeaux, mais c'est en projet, mais pas encore, validé. Donc sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram. Voilà. OK, super. Bon, très bonne idée de rassemblement. Ça peut être très chouette. J'espère. Super. Eh bien, un grand merci Emmanuel pour tout ça et on se dit à très vite. Allez, ciao, ciao, merci Valentine. Ce qu'on retient de cet épisode, c'est que la posture d'enseignant n'est jamais figée. Pour Emmanuel, elle se résume en 4 mots. Connexion, équité, horizontalité et ralentir. Quand on se sent moins seul, on avance mieux. Et réfléchir tôt à sa pédagogie permet de trouver un équilibre entre ce qu'on veut transmettre et la manière dont on le fait. Il nous rappelle aussi l'importance d'investir dans les passions des élèves, de ne pas réagir à chaud face aux situations compliquées, et de créer des espaces sans écran pour vraiment repenser sa pratique. À très vite pour un nouvel épisode. Et si vous souhaitez vous abonner, commenter, partager, n'hésitez pas à le faire, ça m'aide beaucoup à faire grandir le podcast et à le faire rayonner.